Rien n'est permanent, sauf le changement. Tiens, les Trailblazers ne datent pas d'hier. Héraclite d'Éphèse, 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas le changement, en fait, qui est nouveau, c'est sa fréquence. Et depuis la pandémie, on peut dire que ça cavale. Vous êtes bien sur Way, le média de l'aventure digitale, et c'est ici que vous allez rencontrer ces aventuriers qui vous fascinent, vous font envie peut-être, ceux qui ont changé de route, bifurqué, parfois tout plaqué. Pourquoi, comment qu'ont-ils à nous apprendre? Et c'est Quentin Périnel qui est allé les dénicher. Bonjour Quentin. Bonjour Charlotte. Et bienvenue. Merci. Dans l'équipe. Je suis ravi d'être accueilli aussi chaleureusement. Tu es journaliste, le monde du travail, c'est ton champ d'exploration. Tu viens notamment de publier un livre aux éditions du Cherche Midi. Et si on parlait de mes succès, titre presque trompeur, parce qu'en fait, au cœur de succès, ce qui t'intéresse, c'est plutôt les échecs ou tout du moins les parcours. Absolument. Ce qui m'intéresse, c'est les déconvenus que des gens qui sont aujourd'hui infiniment connus, très successful, à un moment donné, ils ont courbé les chines comme tout le monde. Ça montre, ce livre en fait, c'est une espèce de petite récréation littéraire au pays de l'échec qui montre que même les grands de ce monde, parfois, se plantent. Ça arrive absolument tout le monde. C'est pour dédramatiser un tabou qui est bien français. Et donc, ton premier invité que tu as choisi pour illustrer ce thème? Alors, c'est Stéphane Marchand qui est mon premier invité. Vous avez été journaliste, grand reporter, chroniqueur, rédacteur en chef dans différents médias, et vous êtes fraîchement nommé directeur délégué général de l'Institut du capitalisme responsable auprès de votre directrice générale. Désormais, vous avez une nouvelle vie depuis quelques semaines en entreprise. Comment se passe ce changement, ce pivot assez énorme finalement dans votre vie professionnelle? Alors c'est à la fois très important et en même temps, d'une certaine manière, pour paraphraser le président de la République, il y a des choses très communes. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, je dirige un institut qui s'appelle l'Institut du capitalisme responsable. C'est un centre de recherche qui réfléchit à l'avenir de l'entreprise et à la manière que l'entreprise peut utiliser pour devenir plus responsable. Dans sa création de valeur, dans son partage de la valeur, dans la gestion des salariés, dans la gestion des fournisseurs, dans la gestion des exportations, dans l'utilisation des producteurs. C'est ça, l'Institut du capitalisme responsable. Ça consiste à réfléchir, à faire réfléchir des gens en commun pour produire des idées neuves. Quand j'étais journaliste, j'avais des gens autour de moi qui réfléchissaient en commun pour produire des idées neuves. Évidemment, dans un cas, je produisais un journal. Dans l'autre cas, je produis des recommandations qui sont faites aux entreprises. Mais reconnaissez quand même, Quentin, que les deux choses sont très proches. Donc c'est à la fois un changement considérable, visuellement, et en pratique, ça fait vraiment appel de ma part à peu près aux mêmes compétences. Sauf que, si je peux me permettre, il y a des années qui se sont passées et que dans ces années-là, il y a eu une révolution technologique, numérique. Elle vous a porté, elle vous a aidé ou au contraire, vous avez eu du mal? La révolution numérique, par rapport à la presse, est une révolution absolument majeure. Et c'est pas tellement moi qu'elle a gêné, c'est plutôt la presse en général qu'elle a déstabilisé, et la capture de l'information. Mais il y a une différence entre l'information et la presse. L'information, je dirais, a profité de la révolution digitale. La presse souffre de la révolution digitale. Charlotte a raison de pointer le doigt sur la révolution digitale. Est-ce que la révolution digitale, ça permet de changer de vie professionnelle plus facilement dans l'ensemble des aventures professionnelles? Est-ce que vous trouvez que c'est plus simple grâce au digital? En tant que consommateur d'informations, en tant que chercheur d'informations, oui, c'est beaucoup plus simple. En revanche, si vous avez besoin de manifester des compétences digitales réelles, d'être capable d'entrer dans le fond de la machine digitale, par exemple d'entrer une ligne de code dans un iframe, pour employer un terme pédant et jargonneux pour vous impressionner, eh bien là, à ce moment-là, ça devient très difficile. Et c'est très, très discriminant pour les gens qui n'ont pas été formés à ça. Alors votre grande ambition à la tête de cet institut du capitalisme responsable, vos premiers chantiers là pour les semaines, les mois à venir, c'est quoi, toujours avec évidemment le spectre, le fantôme du Covid qui est tous autour de nous? Alors d'abord, le Covid a été un marqueur et un révélateur considérable du besoin que l'entreprise a de travailler avec d'autres gens. En fait, le capitalisme responsable, c'est pas le capitalisme des entreprises. Le capitalisme responsable, c'est un jeu à trois. Les entreprises, l'État, la collectivité au sens large, parce que dans le capitalisme responsable interviennent des choses très importantes comme par exemple l'éthique, comme par exemple le droit,
comme par exemple la santé désormais, qui devient capitale après la crise du Covid. Tout cela est évidemment pas géré par l'entreprise elle-même. C'est quelque chose qui lui est apporté par la collectivité et aussi qui lui est demandé par la collectivité. Et le troisième acteur, ce sont les investisseurs, les gens qui mettent des capitaux dans les entreprises et qui seraient bien inspirés de flécher leurs capitaux vers les entreprises responsables plutôt que vers les entreprises irresponsables qui restent majoritaires. Donc c'est un jeu à trois et c'est ça en fait. Le but que nous avons avec la présidente de l'Institut du capitalisme responsable, c'est d'installer cette idée que c'est un jeu à trois, il faut avancer ensemble tous les trois. C'est une proposition politique, voilà. C'est une proposition politique au bon sens du terme politique. En août, le JDD a publié une tribune, un appel qui a été signé par 9 grandes entreprises, Nexity, la SNCF, Mazars, je ne les cite pas toutes, qui s'engagent pour l'égalité homme-femme, justement. Si on prend le pouls de cet engagement, Stéphane Marchand, aujourd'hui, vous trouvez que les entreprises font suffisamment ou alors qu'il y a encore un gap énorme de progrès à faire ? Alors, les entreprises ne font pas du tout suffisamment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des lois, notamment la loi Copé-Zimmermann, qui ont obligé les entreprises à faire des efforts chiffrés au niveau du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, c'est-à-dire l'instance suprême qui gouverne l'entreprise. En revanche, dans les comités exécutifs, c'est-à-dire l'instance qui dirige l'entreprise, là, l'égalité n'est pas du tout au rendez-vous dans beaucoup d'entreprises françaises. Et quant au poste de responsabilité sous le poste de direction générale, je dirais que la différence est encore plus forte, mais finalement le problème est plus complexe que ça. Vous avez des entreprises où il n'y a finalement que des femmes, et en général, malheureusement, ce sont des entreprises où les salaires sont plutôt plus faibles qu'ailleurs. Donc, en tout cas, si on parle des organes de direction, la route sera encore longue. Merci infiniment Stéphane Marchand d'être venu chez Way et d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Allez hop 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 mon JPEG, hein, on se dépêche, on a de plus en plus d'abonnés, il faut que le studio soit nickel pour